Bonjour. 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 Je vous propose d'attendre 2 petites minutes le temps que tout le monde se connecte et puis on pourra commencer. Alors là, vous êtes bien sur le webinaire de présentation du groupe pilote Relations aux familles des cités éducatives. Bonjour à toutes les personnes qui sont en train d'arriver. On va attendre encore jusqu'à 34-35 que tout le monde soit bien connecté et on pourra commencer ce webinaire. Ok, donc ça fait plusieurs secondes que je ne vois pas de nouveaux participants dans la file d'attente. Donc, bon, je parle trop vite. Mais je vous propose quand même qu'on commence ce webinaire. Donc, bienvenue à tout le monde. Habituellement, dans nos webinaires, on est une quinzaine de participants avec les cités éducatives qui sont membres de ce groupe pilote Relations aux familles. Aujourd'hui, c'est un webinaire plus ouvert. Là, on est 50. Donc, l'objectif, ça va être déjà de vous présenter ce groupe pilote, nos travaux. Et puis, on aura deux interventions. On aura une intervention de Ève Leger, qui est déléguée académique sur l'Académie de Montpellier à la FEV. Peut-être pour nous présenter les animatrices, moi je suis Manon Valla, je suis chargée de mission, je travaille au siège de la FEV et avec mes collègues qui sont là également, Yasmina Lamraoui et Marine Chouker, on travaille avec d'autres collègues de la FEV également sur l'animation de ce groupe pilote relations avec les familles. Donc, on a été sollicité par la NCT à partir de septembre 2020 pour travailler sur ce sujet-là pendant un peu plus de 2 ans, puisque nos travaux s'arrêtent en décembre. Donc, peut-être pour vous donner quelques informations sur ce qu'on a fait pendant ces 2 dernières années. Donc, dans le groupe, déjà, on est une quinzaine, enfin, on travaille avec une quinzaine de cités éducatives qui ont voulu rejoindre ce groupe-là. Et on leur propose régulièrement des webinaires. Je vous montrerai un petit peu plus précisément les webinaires qui ont pu avoir lieu. Mais c'est souvent des webinaires où on a des intervenants extérieurs, que ce soit des chercheurs, des experts, des associations qui mettent en place des actions sur le lien aux familles. On essaie aussi de temps en temps, même si ce n'est pas facile, parce qu'on a des personnes qui viennent de partout en France et même en Outre-mer, on essaye quand même de se voir en vrai de temps en temps. Donc, on a pu le faire qu'une seule fois à Paris, et on aura une autre rencontre là à la fin de l'année. Et puis, on travaille ensemble sur un livrable, donc qui sera un guide de bonne pratique sur les relations avec les familles. Je laisserai ma collègue Marine vous en parler un peu plus tout à l'heure. Pour l'instant, ce livrable, ce guide, il n'est pas terminé. On terminera pour le mois de décembre et puis il sera communiqué à toutes les cités éducatives. En attendant, si vous voulez creuser cette question du lien avec les familles, tous nos webinaires sont enregistrés et ils sont accessibles à partir du groupe pilote qui est sur la plateforme La Grande Équipe.
je vais rapidement vous montrer comment y accéder. Alors, est-ce que sur mon écran, on voit bien que je change de fenêtre? Enfin, que je change d'onglet? Oui, super. Donc là, vous êtes sur la page du groupe pilote sur la grande équipe. Donc, c'est Cité éducative, groupe pilote, relations avec les familles. Et là, vous avez revoir les webinaires du groupe pilote. Et c'est un document PDF avec des liens, une description et un lien à chaque fois pour revoir le webinaire. Donc, on a eu une intervention de l'association du Lala, on a eu une intervention des universités populaires des parents d'ATD Carmonde, on a eu l'intervention de Voisins Malins, de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, de Caroline H, qui est docteur en sciences de l'éducation, de l'UNAF. Et puis, c'est ces webinaires-là que vous pouvez revoir si vous le souhaitez. Hop, je reviens sur ce PowerPoint. On est très nombreux et on n'a que 1h30, donc je ne vous propose pas de faire un tour de table. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre dans la discussion peut-être votre nom et de quelle cité éducative vous venez. Ça permettra de vous identifier géographiquement. Et pendant ce temps-là, je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Marine pour qu'elle vous parle un peu plus précisément de ce fameux guide de bonne pratique, de où on en est de nos travaux et qu'est-ce qu'on y met dedans. Marine, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. On est parti de l'idée pour ce guide que la parentalité était un enjeu complexe du XXIe siècle et que souvent on considère qu'elle est encore plus compliquée pour les familles issues des milieux populaires parce qu'ils sont souvent considérés comme étant éloignés, c'est-à-dire c'est notamment les familles monoparentales qui souffrent d'illettrisme, d'électronisme ou les familles allophones. Et ces familles, bien qu'elles accordent toute leur confiance à l'école, elles ont souvent une relation avec elle qui est plus difficile, notamment en raison de leur propre parcours scolaire qui a pu être compliqué et ou par peur du jugement. Mais il faut sortir de ce regard de jugement envers les familles parce que c'est ce qui les éloigne encore plus de l'institution scolaire. Et c'est parce qu'il faut arrêter de les considérer comme étant des missionnaires, mais il faut plutôt les voir comme étant dépassés. Et il faut donc tenter de mettre en valeur leurs capacités et leur permettre une montée en compétences pour qu'elles deviennent de vrais acteurs de la coéducation. Alors, la coéducation, c'est la relation entre les acteurs premiers que sont les parents et les éducateurs. Ils travaillent en parallèle pour améliorer l'apprentissage de l'enfant. Mais comme ils ne travaillent pas forcément ensemble, le but de la coéducation, c'est d'améliorer leur relation. Surtout que la participation des parents est un droit et un devoir dans l'éducation de leur enfant. Il faut aussi savoir que la coéducation ne concerne pas que l'école. Il s'agit de favoriser plus globalement l'apprentissage et le développement des enfants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de coéducation, mais qu'on le met moins en place. Et quand on décide d'agir avec les parents, il s'agit plus d'actions qui permettent leur montée en compétences qu'une vraie coopération, une vraie relation de coéducation. Donc, on a monté une première partie pour comment créer du lien et engager les familles. Ce qui est vraiment fondamental, c'est la formation. D'abord, la formation des enseignants, parce qu'elle va leur permettre d'apprendre davantage à s'adapter aux situations des familles des cités éducatives qu'on a vues plus haut. Et pour cela, il faut donc leur organiser des sessions de formation et leur fournir les ressources et outils nécessaires pour pouvoir s'adapter. Il y a par exemple l'association du Lala, qui est spécialisée sur la diversité des langues, qui met en place ces formations et ces ressources. Les formations vont aussi leur permettre aux professeurs de se défaire des préjugés qu'ils pourraient avoir de parents démissionnaires et la relation hiérarchisée basée sur une conception de la coéducation qui ne se rapporte qu'à l'école pourra être apaisée. Les enseignants pourront aussi se questionner sur leurs attentes et expliciter celles qu'ils considèrent comme étant fondamentales mais qui sont implicites, et le fait qu'elles soient implicites est la raison pour laquelle les parents souvent ne les appliquent pas. La formation aussi serait celle des parents,
pour leur permettre de monter en compétences. Donc là, ce serait vraiment l'idée de les former sur des enjeux majeurs de la parentalité, comme par exemple la petite enfance ou l'usage du numérique, notamment pour les outils scolaires, mais pas que. On pourrait aussi former des parents experts dans des domaines précis de la parentalité, comme le fait par exemple les universités des parents. Ces parents experts pourront conseiller les autres parents et mettre en place des projets sur leur territoire. Ces formations sont d'autant plus importantes parce qu'il a été démontré que la réussite scolaire des enfants ne repose pas sur une implication qu'on pourrait appeler directe des parents, ça veut dire l'aide aux devoirs, mais plutôt une implication qui serait indirecte, c'est-à-dire leur mettre en place un bon environnement de travail, discuter encore de l'école avec les enfants. Donc en fait, tous les parents peuvent le faire tant qu'ils sont formés, qu'ils maîtrisent l'école scolaire ou non. On pourrait aussi permettre aux parents de pouvoir s'organiser, d'échanger et se rassembler à travers, par exemple, les cafés et les espaces parents ou en formant des parents délégués ou ambassadeurs qui pourraient représenter les autres parents. Et puisque là, les familles seraient dans une relation d'égal à égal, ces instances leur permettraient de libérer leur parole et aussi ça surmonterait les obstacles comme les barrières de la langue. Et les parents pourront réaliser que les questionnements qu'ils ont ne sont pas des questionnements personnels, mais plutôt collectifs, et donc ils auront moins honte de les refaire monter. Ensuite, impliquer les familles dans une démarche de coéducation. Donc, il faut d'abord trouver des moyens de communication et des canaux de communication adéquats au public visé. Il faut toujours se rappeler d'abord que l'illettrisme et l'électronisme existent, d'où la nécessité d'adapter et surtout de multiplier les moyens de communication. Donc, il faut utiliser des moyens de communication qui soient à la fois oraux, écrits, numériques, sur papier, et même si possible dans différentes langues. On pourrait aussi passer par des intermédiaires locaux. Ça aurait l'avantage d'apaiser la défiance que pourraient avoir certaines familles vis-à-vis des institutions et aussi surmonter la barrière de la langue. Donc, par exemple, il y a l'association Voisins Malins qui fait du porte-à-porte et ça permet de relever les revendications des familles les plus éloignées. Il faudrait aussi permettre des temps de rencontre entre les parents et les acteurs éducatifs. Donc, il faudrait commencer par montrer aux parents qu'ils ont tout à fait leur place dans l'établissement scolaire de leur enfant, qui est en fait leur école. Donc, on pourrait organiser des rencontres informelles ou des activités extrascolaires. Il faudrait adapter ces rencontres aux contraintes des familles. Donc, par exemple, trouver des moyens de garde, faire des visioconférences à des heures un peu décalées. Et une bonne idée serait d'organiser des temps de formation communes où parents et acteurs éducatifs pourraient mieux se découvrir. Chacun pourrait expliquer comment il voit son rôle et comment il voit le rôle des autres. Donc, c'est ce que fait par exemple ATD Carmonde. Ensuite, on pourrait impliquer les parents dans un projet concrètement les impliquer dans un projet de coéducation. Il faut montrer aux parents que leur participation est vraiment indispensable à la coéducation et l'éducation de leurs enfants parce que chaque groupe d'acteurs connaît l'enfant dans un contexte un peu différent. Il serait utile de commencer par une participation indirecte des parents ou plutôt un lien indirect entre les parents et les acteurs éducatifs. On pourrait passer par exemple par des intermédiaires comme des acteurs locaux ou le milieu associatif. Et on pourrait faire participer les parents à la vie de l'établissement. Donc, par exemple, leur faire participer à la surveillance du DNB blanc ou les sorties scolaires. Pour arriver au mieux à cette relation de coéducation, il faudrait fluidifier les relations entre les acteurs intervenant sur la parentalité. Donc, la première chose serait d'identifier les acteurs, qui puissent identifier les acteurs sur un territoire autour de la parentalité. Donc, pour pouvoir participer au projet de coéducation, les familles doivent vraiment pouvoir identifier les professionnels intervenant sur les questions familiales ou d'éducation. Donc, des stratégies doivent être mises en place pour que ces derniers soient visibles au plus grand nombre. Il y a par exemple la Cité éducative de Nantes qui a mis en place une cartographie à la fois numérique et sur papier. Elle n'est pas destinée directement aux familles, mais plutôt aux professionnels de l'éducation qui, grâce à cette carte, pourront eux-mêmes guider les familles vers les professionnels, les structures adéquates. Et il faudrait aussi créer une culture commune pour favoriser la collaboration. Les groupes d'acteurs, pour mener au mieux les projets décidés éducatifs, devraient travailler ensemble et non juxtaposer leurs différentes actions. Donc, l'organisation d'événements où ils pourront se rencontrer, discuter, mettre en place des projets conjoints et se créer une vraie culture commune est donc un moyen de pallier au manque d'interconnaissance entre les acteurs.
Nous sommes encore en train de monter cette dernière partie et nous recherchons toujours des exemples concrets. Donc, si vous avez vous-même des expériences, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit pour cette troisième partie ou autre expérience qui pourrait nous permettre d'enrichir le guide. Merci beaucoup, Marine. En effet, on est toujours très, très preneur de retours d'expérience de cités éducatives sur des actions qui impliquent ou qui sont à destination des familles. Donc là-dessus, je vais peut-être vous mettre dans la discussion mon mail auquel, si vous avez des expériences à partager, vous pouvez nous écrire. Et par ailleurs, on va continuer cette discussion pendant notre atelier lors de la journée des cités éducatives qui aura lieu lundi. Lundi 10 qui arrive à Paris. Donc, si vous êtes présent et qu'on vous voit lors de cet atelier, ce sera un moment où on aura un peu plus de temps pour discuter de chacun et chacune vos expériences sur vos cités éducatives avec cette question du lien en famille. Alors, je reviens très rapidement au programme. Parce que tout à l'heure, je me rends compte que j'ai oublié de présenter nos interlocutrices suivantes, nos présentatrices de la DGCS. Alors, comme je vous disais, on va écouter tout de suite Ève Leger, qui est une de nos collègues de la FEV, qui travaille sur l'Académie de Montpellier. Et ensuite, on aura une présentation des schémas départementaux de services aux familles par Laure Andrieux et Marie-Place Bora, qui travaillent au Bureau des familles et de la parentalité à la DGCS. Donc, toutes mes excuses, j'ai oublié de vous présenter tout à l'heure. Et je vais maintenant laisser la parole à Ève. Hop, oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer d'ores et déjà de vous partager le PowerPoint qui sera sans doute plus simple pour suivre. Hop. Alors, attendez, je vous demande juste une toute petite seconde. Je suis pas la plus à l'aise sur Zoom pour faire ça. Normalement, c'est tout en bas de ton écran. Tu as partagé l'écran. Ouais, j'ai un share qui me propose... Ah, voilà. Voilà. On va pouvoir faire ça comme ça normalement. Super, ça marche bien. Est-ce que là, vous voyez toujours? Oui, on voit et on est sur la slide 11. Oui, on voit. Donc, ça ne va pas du tout si vous êtes sur la slide hypothèse. Très bien. Donc, ce n'est pas du tout normal. D'autant que je n'y suis pas moi-même. Bon. Présentation préfiguration, slide 11. Attendez, je ne peux même pas. Alors, hop. On va. OK. Je vais refaire ma manipulation. Voilà. Tu avais la fenêtre ouverte 2 fois. Ouais, j'imagine que c'est... Voilà, normalement, on est bon. C'est bon, on est sur la première slide. On est sur la première slide. Je pense que vous avez l'ensemble l'ensemble de mon ordinateur, mais ça ira pour cette fois. Donc, je vais peut-être me présenter pour commencer. Moi, je suis Ève Leger, je suis donc déléguée académique sur l'Occitanie Est, sur l'Académie de Montpellier. Et effectivement, l'année dernière, on a eu l'occasion de mener un travail de préfiguration qui semblait intéressant de pouvoir partager avec vous, parce que l'idée, c'était de préfigurer une action et dans ce cadre-là, de prendre en compte le point de vue des familles pour qu'il soit le plus intégré et pris en compte dans le projet. Je ne sais pas à quel point tout le monde est à l'aise et au courant sur ce qu'est la FEV, donc je vais peut-être commencer rapidement sur ces enjeux-là. Le premier enjeu, c'est quoi la FEV? C'est une association nationale d'intérêt général et complémentaire à l'éducation nationale qui a 2 objectifs. Le premier, c'est de lutter contre les inégalités éducatives et l'autre, c'est de favoriser l'engagement de la jeunesse à travers 3 programmes que sont le mentorat,
une action volontaire en résidence, c'est-à-dire une action qui se passe au sein des établissements scolaires, et un projet de colocation solidaire dont on reparlera. Juste pour que vous puissiez situer d'où on parle, c'est important de vous parler rapidement de la FEV Montpellier et notamment de qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on fait à Montpellier et notamment dans quel cadre s'inscrivait ce projet. La FEV à Montpellier, c'est du mentorat, du coup de l'accompagnement individuel par un bénévole étudiant vers un enfant ou un jeune de quartier prioritaire. En l'occurrence, l'année dernière, c'était 230 binômes, dont quasi la moitié sur un seul et unique quartier qui s'appelle le quartier de la Mosson. De la même manière, on agit au sein des écoles et des collèges et notamment à travers un projet financé dans le cadre de la cité éducative sur le quartier de la Mosson qui nous permettait d'animer en fait des bibliothèques, les BCD des écoles maternelles et qui nous permettait aussi de mettre en place ce qu'on appelle des goûters lecture, c'est-à-dire un temps à 16h30 entre l'école, la famille et la FEV autour du livre et de la lecture, ce qui nous fait un lien de plus avec les familles, en sachant que si je reviens sur le mentorat se passe à domicile, donc à domicile des familles qu'on accompagne. Et puis des partenaires opérationnels très importants que sont les établissements scolaires, le programme de réussite éducative, les acteurs de la cité éducative de manière générale, les institutions globalement. Donc ça, c'est pour le portrait. Je vais vite, mais vous aurez l'occasion de me poser toutes les questions que vous souhaitez à la suite. C'est juste le portrait global pour mieux comprendre dans quel cadre s'inscrivait cette préfiguration. Cette préfiguration, elle s'inscrit dans un projet qui s'appelle le projet CAPS, de colocation solidaire. L'idée du projet CAPS, en quelques mots, c'est des étudiants qui vont avoir accès à un logement à loyer modéré en colocation en contrepartie de 3 à 5 heures de leur temps par semaine dédiés à des actions solidaires sur le territoire. Et c'est là qu'intervient la préfiguration parce que ça nous paraissait important, sinon vital, de prendre en compte le besoin du territoire, mais aussi le regard et surtout le regard des habitants et en particulier des familles sur ce sujet-là. Dans ce cadre-là, on a cherché à se demander par quoi on devait passer pour une préfiguration qui prenne en compte ce lien aux familles et surtout ce regard des familles, cette expertise des familles. Et du coup, on est passé par différents biais que je vais retracer rapidement. La production d'un diagnostic territorial, la réalisation d'un focus group auprès d'habitants et d'étudiants, la réalisation d'une enquête, c'est-à-dire d'un questionnaire quantitatif auprès d'étudiants également, et puis une étude sur les représentations qui a été portée par des étudiants en direction des familles et habitants du quartier. Plus spécifiquement, c'était intéressant de se demander à quoi sert chacun de ces outils. Le diagnostic quantitatif, il était vraiment là pour connaître les familles sous le prisme de données existantes et spécifiques, typiquement les caractéristiques de la population locale, les objectifs du plan de rénovation urbaine et du coup l'impact que ça pouvait avoir sur les habitants et les familles en particulier. Et puis, une réflexion plus globale sur le logement, parce que les colocations solidaires, c'est aussi un sujet sur le logement étudiant. Du coup, on a utilisé deux choses, des sources INSEE, des documents quantitatifs très précis pour retracer mieux quels étaient les enjeux de ce territoire de manière spécifique. Et puis, en parallèle, il y a eu aussi, pour ce diagnostic, des entretiens et interviews de collectivités et d'institutionnels pour venir croiser le regard quantitatif avec un regard plus spécifique et de collectivités locales. Concernant le questionnaire, l'idée, c'était de connaître l'image des familles sous le regard des étudiants. Bien sûr, donc il y avait quand même 454 étudiants qui ont été enquêtés. On est passé
par différents biais. On est passé par des amphithéâtres et des partenariats avec les universités. On est passé avec des partenariats avec d'autres structures telles les IRTS pour aussi pouvoir toucher d'autres publics ou d'autres types d'apprenants et non d'étudiants mais d'apprenants pour pouvoir les questionner sur les enjeux du logement dans notre ville parce que c'était le premier sujet. Est-ce qu'ils étaient intéressés, d'accord, est-ce qu'ils étaient satisfaits de leur propre logement? Est-ce qu'ils étaient satisfaits de la manière dont ça s'était passé pour en trouver un? Et est-ce qu'ils pouvaient envisager de venir habiter dans un quartier prioritaire de la ville? Et puis, les deux autres questions qui touchent plus spécifiquement à la question du lien aux familles, c'était leur regard en tant qu'étudiants sur le quartier de la Mosson, donc ce quartier prioritaire où on pensait s'implanter, et leur regard sur les habitants. Et puis, un dernier point qui était quelles actions solidaires on pouvait mettre en place et qui pouvaient les intéresser. Parce que si c'est important de prendre en compte le regard des familles, c'était aussi important de prendre en compte celui des étudiants et de voir si ces deux envies étaient interconnectées, s'il y avait des passerelles possibles, c'est-à-dire des endroits où les étudiants se projetaient en termes d'actions solidaires et des endroits où les familles reconnaissaient un besoin. Ça, c'était pour le questionnaire. Si vous avez des questions, je pourrais tout à fait vous... Je fais plus... Excusez-moi, je fais une petite parenthèse pour expliquer que je présente plutôt la forme que le contenu. Mais si vous êtes intéressé par le fond, on a fait un super document qui retrace les réponses et que je pourrais tout à fait vous partager. Et puis, on a eu également un parcours commenté et un micro-trottoir. L'idée, c'était de connaître les familles dans leur quartier et que ce soit porté non pas par un expert, contrairement au diagnostic par exemple, mais par un regard d'étudiant pour deux raisons. D'abord parce que c'est le propre de la FEV de travailler avec les étudiants sur le quartier, mais c'était aussi parce que on peut imaginer, on est parti du postulat que des jeunes étudiants, ça fait peut-être moins peur que des professionnels experts et que la parole peut être libérée. Du coup, ces étudiants ont mis en place deux outils. D'abord, le parcours commenté. L'idée du parcours commenté, c'était que ils faisaient eux-mêmes une marche, un voyage, ce qu'ils, eux, appellent un voyage, une déambulation dans le quartier et avec leur propre regard d'étudiants urbanistes. Et ils demandaient à des familles, parents et ou enfants, de venir faire le même trajet avec leur propre regard. Et ça permettait de se rendre compte d'un prisme un peu tronqué du prisme d'un urbaniste qui ne connaît pas, qui ne vit pas sur le quartier, pour s'emparer du regard des habitants et en particulier des familles. Pour information, on s'est appuyé sur les familles accompagnées par la FEV dans le cadre du mentorat. Donc effectivement, c'était un accès entre guillemets facilité à ces enfants et à ces familles. Et puis le micro-trottoir, autre outil qui nous a permis d'interpeller d'une manière beaucoup plus spontanée et courte des habitants, pour le coup, non choisis et du coup avec moins avec un rapport, les gens ne connaissaient pas la FEV et du coup avec un autre regard sur le travail qu'on portait. Pour une interpellation plus courte sur leur regard sur le quartier et le besoin qu'il pouvait y en avoir, sur leur propre représentation. Et puis enfin, et c'est peut-être là-dessus qu'on va se poser quelques minutes de plus, un focus group. Qu'est-ce que c'est un focus group? C'est en fait un entretien collectif pour travailler sur une approche qualitative et dans le temps, parce qu'on se donne à peu près 2 à 3 heures, donc on a le temps d'étirer les questions. L'idée, c'est un espace dédié pour que les familles se racontent à travers une méthodologie qui favorise le récit et qui permet une parole qui est libérée. L'idée, c'est qu'il y ait un groupe, l'idée initiale, l'idéal, c'est qu'il y ait un groupe de 5 à 10 personnes, il ne faut pas qu'il y ait trop de gens qui peuvent intervenir, interagir ensemble et du coup ça nécessite
en principe une certaine homogénéité pour que les paroles se libèrent, pour que chacun se sente à l'aise de parler depuis où il est. Dans les faits, on y reviendra, la mixité des profils est possible et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé sur un des focus group. L'objectif, c'est qu'il y ait quand même, que ce soit pas simplement une parole libérée libre, c'est qu'il y ait une grille d'entretien qui a été écrite, réfléchie en amont, notamment avec Yasmina Lamraoui qui anime ce groupe de travail, et puis une constitution d'une équipe qui va pouvoir animer, observer et prendre des notes et favoriser une parole qui est tournante. Voilà pour l'objectif, et puis un enregistrement des données, parce que on sait bien que quand on fait des entretiens qualitatifs et qui plus est en collectif, il y a plein de petites choses qui se perdent, et l'enregistrement permet, avec bien sûr l'accord des familles, une parole qui est préservée. Donc l'intérêt de cet entretien collectif, c'est vraiment de saisir les prises de position et les interactions. Les interactions se nourrissent les unes des autres et elles permettent d'aller plus loin. Dans cette optique, il permet à la fois l'analyse des significations partagées et du désaccord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en compte autant ce vers quoi on avait envie de tendre que là où il y a conflit, là où ça frotte potentiellement. Dans les faits, pour que vous ayez une illustration un peu concrète, ça c'était plutôt l'approche idéale. Dans les faits, en termes de modalités pratiques, on avait postulé, on avait imaginé 4 focus group, 2 focus group qui concernaient les étudiants, un focus group avec des étudiants qui ne connaissaient pas du tout la FEV ou le quartier prioritaire, et un autre focus group avec des étudiants déjà impliqués en lien avec les familles sur ce territoire, accompagnés par la FEV. Notre idée, notre principe à la base, notre principe initial, c'était de mettre en avant qu'effectivement, des étudiants accompagnés et initiés à un quartier prioritaire n'avaient pas du tout les mêmes appréhensions que des étudiants qui voient la Mosson comme le quartier le plus chaud de Montpellier. Côté focus group des familles, on visait également 2 focus group, de la même manière des familles qui n'étaient pas du tout sensibilisées, et notamment en lien avec le bailleur social, et puis un focus group plutôt avec des familles de la FEV pour voir s'il y avait quelque chose qui était possible. Dans les faits, de manière très transparente, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait 2 focus group et non 4, où on a assumé une mixité des publics pour 2 raisons, et ça, c'est sans doute forcément la limite de cet outil-là, c'est-à-dire la capacité à capter les familles et les étudiants. On est sur 2 publics peu captifs. Comment on fait pour les ramener et leur donner à voir que c'est intéressant qu'ils y participent? Et du coup, on a assumé des focus group mix. En l'occurrence, avec les familles, on avait un focus group initial de 5 personnes. Finalement, seules 2 mamans déjà engagées avec la FEV et particulièrement à l'aise, notamment dans la maîtrise du français, se sont déplacées. Mais on verra que ce n'est pas du tout un souci parce que ça a permis une analyse tout aussi fine de ce qui avait déjà été perçu à travers les autres outils qu'on a mis en place. Est-ce que sur cette première approche, Yasmina, tu veux compléter? Peut-être que si tu as des choses à ajouter éventuellement sur la présentation. Oui, je pense que tu as été très complète, mais peut-être je pourrais ajouter quelques éléments sur le focus group, la méthode. Alors déjà, m'excuser, je n'ai pas de caméra. Mon onglet caméra n'apparaît pas, donc j'avais une très jolie robe aujourd'hui. Donc, sur les focus group, ce que je veux rajouter, c'est que ce qui est très important, c'est que les focus group arrivent après une première partie diagnostique que Eve a très bien détaillée. Et en fait, là, le focus group vient nous permettre de réfléchir à des hypothèses. Là, donc, en l'occurrence, on se demandait qu'est-ce que les familles souhaiteraient lors de l'installation d'étudiants en colocation dans les quartiers, au travers d'activités, de rencontres, etc. Donc, on avait imaginé des choses, on avait des hypothèses, et le focus group vient là confirmer ou invalider nos hypothèses. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça devient vraiment après un outil pour faire atterrir un dispositif en fonction de ce qu'ont dit les familles.
Donc, comme Ève le disait, on n'a pas eu autant de personnes et autant de focus group que prévu. Mais par ailleurs, on a eu énormément d'informations sur ce qui était manquant dans le quartier, sur ce que les familles ou les 2 mamans en question souhaitaient voir comme projet en lien avec des étudiants. Et surtout, on a vu qu'il y avait une vraie appétence à accueillir des étudiants qui représentaient un modèle très positif pour leurs enfants, parce que ces mamans donc, sont très attachées à l'école et à la réussite de leurs enfants. Voilà, donc c'est vraiment un lieu de vérification d'hypothèses pour pouvoir vraiment être un petit peu plus près des familles et de proposer des choses idoines. Voilà. Oui. Pour information et pour vous donner à voir, je ne vous ai pas mis la partie étudiant, mais de la même manière, si ça vous intéresse, on pourra tout à fait le mettre en avant. J'ai indiqué les hypothèses sur lesquelles on était parti. C'est pas des hypothèses objectives, hein, c'est des hypothèses que nous, on avait besoin de démonter ou alors de confirmer sur effectivement le fait que les habitants et notamment les familles des quartiers prioritaires de la ville, de ce quartier-là en particulier, étaient favorables à plus de mixité sociale et notamment à l'arrivée d'une population étudiante. On a un enjeu, hein, c'est que faire venir des étudiants en colocation sur des quartiers prioritaires, c'était en effet un enjeu de conflit potentiel. Est-ce que ces appartements qui sont des grands appartements pour permettre une colocation n'étaient pas attendus? Est-ce que ça ne peut pas être mal vu, mal perçu par les étudiants, par les habitants, pardon, qu'on leur prenne entre guillemets les logements grands? Il se trouve qu'effectivement c'est un argument qui a été démonté et on a pu prouver ou confirmer que, en tout cas, ces familles étaient complètement favorables et par la suite, là, le projet s'est mis en place depuis septembre et on peut le vérifier, c'est-à-dire que ce qui avait été perçu grâce au focus group a été confirmé dans la mise en place concrète du projet. De la même manière, on avait une hypothèse qui disait que les habitants étaient en capacité d'identifier les différents besoins de leur quartier et que ce qu'on avait, nous, pressenti était validé, ou plus, alors pas validé, mais perçu et proposé par les habitants eux-mêmes sur ce sujet. Et c'est encore une fois quelque chose qui a été confirmé, c'est-à-dire que ce qu'on avait évoqué, ce qu'on avait imaginé, aussi ce qui avait été évoqué par les institutionnels, etc., a été repris et réemparé par les habitants eux-mêmes sans qu'on l'évoque. Donc ça, c'était aussi important pour nous qu'on parte d'un besoin qui soit un besoin revendiqué et confirmé par les familles de ce focus group. Et puis, effectivement, la dernière hypothèse, c'était l'arrivée d'une population étudiante bénévole qui peut être bien vécue si les familles y voient un intérêt, c'est-à-dire s'ils voient que ces actions solidaires vont servir notamment leurs enfants ou d'autres actions et aussi la question de la communication. Comment est-ce qu'on fait pour parler de ce qu'on va faire et comment est-ce qu'on peut donner à voir ce qui va exister à travers ce projet-là? C'était nos 3 hypothèses et puis je peux vous mettre… Alors, ce tableau, cette slide est particulièrement intense, je m'en excuse, mais elle donne à voir les besoins qui avaient été identifiés par les structures associatives et institutionnelles du quartier, les besoins qui étaient exprimés par les habitants et en l'occurrence les familles, donc je vous les ai mis en rouge, les idées et envies exprimées par les engagés de la FEV, c'est-à-dire les étudiants, et puis l'avis les étudiants engagés à la FEV, et puis l'avis des enquêtés. Et puis, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où ça se répondait et ça nous a permis de monter des propositions d'action solidaire qui étaient pertinentes, tant du point de vue des structures associatives, des institutionnels, des familles, que des étudiants qui allaient être porteurs de ces actions solidaires accompagnés par la FEV. Donc, on est arrivé sur effectivement 3 axes. Le fait, cette approche éducationnelle, hein, les mamans et les familles ont beaucoup parlé du besoin d'accompagnement des enfants et notamment d'accompagnement à la scolarité, mais au-delà d'accompagnement culturel. Et du coup, c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place, du besoin de personnes, d'habitants qui étaient isolés, notamment les personnes âgées. Et c'était très intéressant de voir que les étudiants non sensibilisés à la FEV, donc à travers ce questionnaire, étaient particulièrement favorables à travailler avec les personnes âgées. En toute transparence,
on n'y croyait pas avant ces 500 questionnaires et finalement, on s'est rendu compte que ça apprenait et que c'était un vrai intérêt. Et puis, l'animation de vie de quartier, l'animation d'espace public pour travailler et sur la mémoire parce qu'on était en pleine rénovation urbaine et sur le recueil de paroles d'habitants pour continuer de les prendre en compte dans ces actions solidaires et au-delà sur cette rénovation. Donc, c'est les trois axes choisis et qui a été particulièrement efficace. Ce focus group avec ces familles a été d'autant plus intéressant que ça a créé un lien privilégié avec les deux mamans, mais au-delà avec leur famille, et qui fait qu'aujourd'hui, elles sont d'autant plus présentes et partie prenante de la FEV et de la suite des projets CAPS. Et là, l'idée, c'est qu'effectivement, ce lien-là puisse être maintenu et qu'on continue de les interroger au fur et à mesure de l'expérimentation et la mise en place de ces colocations solidaires. Je vais m'arrêter là. J'espère que pour la présentation pure et dure, c'était clair. Il nous reste quelques minutes. On peut tout à fait avoir 2-3 questions ou temps d'échange si ça vous intéresse pour que je puisse répondre aux quelques interrogations éventuelles. Là, l'idée, c'est de voir quel pourrait être le lien avec vos cités éducatives. Est-ce que ce que Ève vous a proposé, notamment la question des focus group, pourrait être un outil qui vous semblerait intéressant pour aller creuser ou développer des actions, pour faire des diagnostics ou pour mettre en lien des partenaires ensemble. Ça peut être aussi des focus group avec des partenaires. On n'est pas que sur les familles selon vos besoins. Focus group s'adapte pour voir un peu, justement, comme je redis, valider ou invalider les hypothèses qu'on a au départ avant le lancement d'action. Vous pouvez utiliser le chat également, je suis en veille dessus. Et oui, vous aurez le PowerPoint, je pense qu'on vous transmettra via Dienaba ou sur l'ANCT. Je vais vous laisser également mon mail pour que si... Alors, quelqu'un demande si il existe un outil. Là, j'avoue très clairement que c'est nous qui avons bricolé, entre guillemets, un outil pour la FEV. Donc, c'est moi qui ai monté ces focus group. Je suis chargée d'études qualité à la FEV, donc je vais en développer d'ailleurs dans d'autres villes pour d'autres dispositifs, donc dans des études préalables. En vrai, j'ai lu des ouvrages autour de la question des entretiens collectifs, des ouvrages sociologiques et également un peu les focus group à l'américaine, et je l'ai adapté pour la FEV. Je ne sais pas quelle est votre demande plus précisément, mais ça peut être, on peut voir avec la FEV s'il y a une possibilité d'accompagnement, mais après, tout simplement, c'est une méthode qu'on trouve dans des livres de sociologie, entre guillemets. Et en plus, à Brest, on existe. Donc, il n'y a pas de problème pour vous mettre en relation avec l'équipe locale pour identifier vos besoins et voir comment on peut éventuellement vous accompagner. Très bien. C'est moi qui vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être suite à cette présentation? N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, on a Gwenaëlle Chambonnière. Y a-t-il eu un travail avec les maisons de quartier? Ève, je ne sais pas si tu nous entends. Il y a eu un travail avec les maisons de quartier, oui, toujours forcément, hein, les maisons de quartier, les maisons pour tous, les centres sociaux, il y en a quelques-uns sur le territoire. On a complètement travaillé et co-construit le projet. Ils n'ont pas pris part. Je réfléchis à quels entretiens on a fait. Je ne crois pas qu'ils aient été interrogés dans le cadre de la préfiguration pure, c'est-à-dire que dans les entretiens qualitatifs, il y avait des structures partenaires associatives, il y avait des institutionnels. Par contre, bien entendu que dans ce travail de préfiguration, même si ce n'était pas dans le cadre de ces entretiens qualitatifs très poussés, on a forcément pris en compte le regard des centres sociaux et des maisons pour tous en place. Et d'ailleurs, les colocataires solidaires ont
leur place dans un des centres sociaux, agissent sur un autre du territoire. Bref, pour nous, c'est des acteurs centraux du projet parce qu'ils font le lien entre des partenaires associatifs, les habitants et les capteurs. Les capteurs qui sont les colocataires de ces colocations solidaires. Merci beaucoup, Ève. Est-ce qu'il nous reste peut-être 3 minutes? Il y a une dernière question avant de passer à la présentation suivante. N'hésitez pas, c'est le moment. Sinon, je vais laisser la parole à la DGCS, à Marie-Placide et à Love, pour une présentation des schémas départementaux des services aux familles. Donc, on reste dans la même thématique de comment mettre en lien les acteurs et rendre visibles les acteurs autour de la parentalité. Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà en premier lieu? Oui. Ouais, super. Alors, bonjour à tous. Merci encore de nous avoir conviés à participer à vos côtés à cette intervention. Effectivement, je représente aujourd'hui la DGCS avec ma collègue Love Andrieux. Donc, moi, je m'appelle Marie-Placide Bora. Je suis chargée de mission service aux familles au sein du bureau Enfance et Parentalité. Et à ce titre, je travaille sur le suivi et la mise en œuvre des comités départementaux des services aux familles. Ce que je vous propose en termes de déroulé, c'est que je vous présente d'abord les fondements, les missions des comités et leur fonctionnement, et que puis ensuite on puisse avoir un temps d'échange autour de vos questions éventuelles. En guise d'introduction, peut-être il faut que je précise les schémas départementaux en soi ne sont pas une nouveauté en tant que tels. Ils existent déjà depuis 2013-2014 et ils s'inscrivent dans la suite de près de 10 ans d'expérimentation sur les territoires. C'est ce qu'on appelle la phase préfiguratrice, où en fait de nombreux départements ont fait le choix de mettre en place des schémas, autrement dit une feuille de route, avec un diagnostic territorial des besoins et de l'offre concernant le secteur principalement de la petite enfance. Ces échanges étaient auparavant pilotés par la commission départementale de l'accueil du jeune enfant, ex-Codage. Et en fait, toute cette période d'expérimentation a permis de tirer de nombreux enseignements par rapport aux retours qui ont été faits. Il y a une étude d'ailleurs qui existe de la CNAF qui est parue en 2019 qui s'appelle « Évaluation de la préfiguration des comités départementaux des services aux familles » qui montre bien quelles étaient les limites des actions sur les territoires en matière d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité. Il me semble que c'était Marine qui les évoquait en introduction. Ce qui est clairement remonté, c'est qu'effectivement, il y a une insuffisance de coordination entre les différents acteurs du mode d'accueil du jeune enfant de soutien à la parentalité, que les financements sont souvent complexes à mobiliser, qu'il y a une offre pléthorique d'actions, de dispositifs, de lieux, mais qui sont inégalement répartis sur le territoire, que c'est souvent des dispositifs qui sont mal identifiés par les principaux destinataires. J'entends par là bien sûr les parents, qui ont pour conséquence un taux de non-recours qui est très important. Et puis, les premiers schémas, historiquement, étaient principalement axés sur le mode d'accueil des jeunes enfants au détriment des actions de soutien à la parentalité. Les constats que je viens de vous dresser, ils ont vraiment nourri la réforme d'ampleur des services aux familles qui est en cours depuis 2018 et qui porte donc sur les modes d'accueil du jeune enfant et sur le soutien à la parentalité. C'est une réforme qui a permis de... excusez-moi, du coup, j'en ai oublié de partager le PowerPoint. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir là, du coup, sur la première slide, l'ensemble des textes réglementaires qui ont permis de mener à bien cette réforme des services aux familles. L'objectif, clairement, de cette réforme, et sur la base des différents constats que je vous exposais précédemment, c'était de définir clairement le périmètre des services aux familles en intégrant les deux piliers
je dirais, de manière identique. Donc, à la fois le mode d'accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité. C'était d'offrir une assise juridique à cette politique, c'est-à-dire que les diverses actions portées sur les territoires par une multitude d'acteurs n'étaient pas forcément identifiées sur une instance précise avec des missions bien identifiées et un cadre qui soit bien posé. Et c'est ce qui explique aujourd'hui la création des comités départementaux de services aux familles, qui sont le fruit d'une volonté de l'État d'impulser une stratégie territoriale dynamique sur le mode d'accueil du jeune enfant et sur le soutien à la parentalité. Il y a une circulaire d'application qui est parue en juillet dernier et qui permet de manière très concrète, très pragmatique, de préciser le mode de fonctionnement des comités départementaux aux familles et de rappeler leur mission. Les comités, donc, c'est des instances locales de concertation. Aujourd'hui, ils sont en phase de mise en œuvre, donc ça a commencé depuis mars dernier et ce sera le cas jusqu'en décembre 2022. Ils sont constitués de 41 membres, dont le préfet qui préside le comité et le secrétariat général qui est assuré par le réseau des CAF. Donc, c'est elle qui anime concrètement les comités sur les territoires. Une des volontés marquées par l'État, c'était de s'assurer d'une représentation équilibrée des différents acteurs engagés sur le mode d'accueil du jeune enfant et sur le soutien à la parentalité. On peut distinguer différents blocs parmi les représentants. On a d'abord, bien sûr, le bloc étatique, puisque l'État se positionne en tant que facilitateur. Donc, on a les différents services de l'État qui sont représentés, donc avec en chef de file le préfet, les DETS. On a le bloc communal et territorial qui est en charge de la mise en œuvre. Donc, on a l'association des maires qui est chargée de désigner un représentant. On a les EPCI, les communes. On a le bloc partenarial et institutionnel, donc comme je l'évoquais, qui est constitué d'experts de l'accompagnement des services aux familles avec les CAF, notamment. On a également le bloc associatif avec le représentant des familles, le représentant des assistantes maternelles, des modes d'accueil collectifs, les UDAF. Et dans une logique, bien sûr, de démarche participative, il y a une représentation des parents. Ça, c'est donc pour la composition du comité, avec une grande variété d'acteurs qui sont représentés. En termes de support, donc le schéma départemental est devenu un support en tant que tel en soutien à ces comités. Il doit obligatoirement se composer d'un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins, d'un plan d'action départemental qui est décliné en concertation avec les différents acteurs. Et il y a bien sûr la possibilité d'ouvrir à d'autres thématiques, c'est-à-dire que la priorité, c'est bien sûr les modes d'accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité, mais le schéma se veut être un vecteur de communication souple qui puisse intégrer d'autres acteurs sur des thématiques transverses, comme la jeunesse et l'animation sociale. Et bien sûr, le préfet étant le chef de file de ces comités, lui revient le libre choix d'associer d'autres acteurs et d'autres experts sur des thématiques pertinentes, puisque le schéma est aussi le reflet des réalités locales. C'est un ancrage local qui est mis en avant et d'un territoire à l'autre, les priorités sont bien sûr pas les mêmes. Ces comités ont également pour mission de produire des indicateurs qui sont communs à tous les départements. L'objectif, c'est d'avoir aussi une photographie en année N des besoins sur le territoire. Et de pouvoir de pouvoir poser des données prospectives, pouvoir à J+5, quelle est l'évolution observée sur un territoire par rapport à différents volets concernant le mode d'accueil du jeune enfant et le soutien à la parentalité.
Alors, comme je vous l'indiquais, les premiers comités ont été ont été nommés depuis mars dernier. Ils ont jusqu'en décembre pour formaliser leur schéma départemental. Le fonctionnement est relativement souple. Il y a quelques règles donc, sur le fait, par exemple, qu'il doit y avoir une séance en plénière par an. Mais sur le fonctionnement à proprement parler, les comités peuvent tout à fait créer des sous-commissions, des groupes de travail sur différentes thématiques qu'ils jugent utiles. Ça, c'est donc pour le fonctionnement des comités, la gouvernance de ces derniers. Peut-être sur les missions principales, sur les grands objectifs qui sont dévolus au comité. Il y a bien sûr le développement et le maintien des services aux familles, l'information et l'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfant existant et les services de soutien à la parentalité qui existent sur le territoire. Dans un contexte de pénurie des professionnels de la petite enfance, ils doivent aussi pouvoir favoriser l'information et l'accompagnement des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité, notamment les assistantes maternelles et les candidats potentiels à l'exercice de ce métier. Ils ont aussi pour rôle de favoriser l'organisation des transitions entre les modes d'accueil du jeune enfant, l'école et les accueils périscolaires, et informer les employeurs, puisqu'il y a aussi au sein des comités des représentants des employeurs, informer ces derniers sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, essentielles pour la conciliation de la vie professionnelle et personnelle de leurs salariés. Peut-être en guise de conclusion aussi, rappeler quel est le rôle de la DGCS dans ce cadre. Notre rôle, clairement, c'est d'accompagner la mise en œuvre de ces comités en lien avec le réseau des CAF, de leur mettre à disposition des outils de reporting qui leur permettent donc de satisfaire à la grille d'indicateurs que j'ai évoquée tout à l'heure. L'objectif, c'est d'avoir un panorama exhaustif de ce qui se fait sur les territoires, d'avoir des indicateurs communs. Et pour ça, il faut qu'on puisse outiller les comités. C'est aussi, comment dire, d'asseoir les moyens budgétaires. Là, on est dans une phase de négociation de la future COG avec la CNAF. Et vu que les CAF, le réseau des CAF est responsable de l'animation de ces comités, il est probable qu'il y ait des montants qui soient accordés en vue du bon fonctionnement de ces instances. Et pour finir, bien sûr, notre rôle, c'est d'informer la présidence de ces comités des différentes stratégies nationales qui peuvent survenir dans les prochains mois. Je vous indiquais que le schéma départemental se veut être un support souple qui puisse s'ouvrir à d'autres thématiques et qui puisse s'adapter aux orientations nationales et européennes qui peuvent surgir également. Voilà, en termes de présentation, je ne voulais pas rentrer dans un niveau de détail trop important non plus. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ma collègue et moi-même serons ravis d'y répondre. On n'entend rien. Pardon? Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de prendre la parole. Oui, pour dire qu'on n'entendait plus rien. C'est parce que personne ne prenait la parole. On attendait des questions. Vous pouvez en mettre dans le chat, hein, comme tout à l'heure. Il n'y a pas de souci, je fais un relais éventuellement. Mais vous pouvez aussi prendre la parole librement.
On avait dans le... Après, ouais. Ah, pardon, je disais, on avait dans le chat une petite question sur où peut-on obtenir ce diagnostic et cette synthèse. Est-ce que ce sont des éléments qui ont été publiés? Alors, sur ce qui a trait à l'évaluation des premiers schémas départementaux, il y a effectivement l'étude de la CNAF qu'on peut vous partager, qui est effectivement très claire. Je vais vous mettre le lien peut-être dans le chat. Après, comme vous avez pu le comprendre, on est sur une phase de lancement finalement des schémas départementaux sous leur nouveau format. Donc pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul pour voir de quelle manière les départements s'en saisissent. On est plus sur une phase de lancement, d'accompagnement pour la mise en place. On a quelques difficultés qui nous sont remontées. Je vous disais, hein, il y a une volonté que l'ensemble des acteurs soient représentés au sein des comités. Et c'est vrai qu'il n'est pas toujours simple d'aller à la rencontre de ces acteurs. Je pense par exemple aux représentants des parents, aux représentants des syndicats. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul. Alors, je crois qu'il y a une autre question. Je vais peut-être laisser plus Love y répondre sur la prévention du décrochage. Si vous m'entendez bien? Oui. Super. Bonjour à toutes et à tous. Il y en a certains que je connais d'ailleurs. Oui, donc effectivement, alors je vois la question, c'est lié à l'étude de la CNAF. Oui, on pourra vous l'envoyer. Je vous la mets dans le lien. Parfait. Merci Marie-Placide. Et donc en fait, cette étude, elle permettait en fait de faire une espèce de bilan en fait de la phase préfiguratrice qui a duré de 2014 à 2020. Et en fait, on a déjà quand même un bon retour des départements, parce qu'en fait, même dans cette phase d'expérimentation, 101 départements avaient quand même adopté le schéma départemental des services aux familles, avec plus ou moins de différences d'un département à un autre, avec des différences des fois un peu majeures, éludant certains pans en fait de la politique familiale. C'est vrai que le soutien à la parentalité, il était plus ou moins bien traité en fonction d'un département à un autre. Et donc aujourd'hui, avec ce cadre, ça oblige aussi tous les départements à se réfléchir, en fait, créer une espèce de réflexion sur l'offre de services qu'on a autour du soutien à la parentalité. Ce qui peut permettre concrètement pour des associations vraiment de disposer d'une feuille de route un peu à l'échelle du département sur quels sont les enjeux, mais aussi quels sont les aspects prospectifs, en fait, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce qui va se passer sur les 5 prochaines années en termes de soutien à la parentalité. Et ça peut être aussi un bon support d'appui qui permettrait finalement aux associations de s'inscrire dans cette démarche et éventuellement s'y raccrocher pour faire en sorte que l'offre atteigne l'ensemble des parents. Mais voilà, je pense que vous pouvez regarder, c'est assez complet en termes d'études et ça révélait bien un petit peu aussi les failles et ce qu'on a essayé de corriger nous aujourd'hui avec la réforme des services aux familles. Il y avait une question sur le décrochage scolaire également. Alors, concernant la prévention du décrochage, alors globalement, les comités, en fait, autour, il y a 37-40 membres. C'est déjà beaucoup en soi, mais l'idée, en fait, c'était vraiment de brasser tous les acteurs autour de la parentalité, du soutien à la parentalité, mais aussi de faire des passerelles avec l'école, notamment notamment pour les populations, par exemple, qui sont en situation de handicap, mais aussi pour le décrochage. Et donc, effectivement, alors après, on a laissé la liberté, parce que c'est vrai que les schémas départementaux des services famille étaient très orientés petite enfance, mais on a laissé la liberté au département d'aborder d'autres thématiques en fonction aussi des réalités du territoire. Et donc, au sein des comités, il y a l'éducation nationale qui y siège et donc qui va pouvoir aussi aborder les sujets du décrochage scolaire, de la coéducation, plus globalement, qui sont assez en lien avec le soutien à la parentalité, parce que c'est une porte vers la scolarité. Et donc, effectivement, sera traité, moi, je pense, à moyen terme, les sujets de décrochage. Mais c'est facultatif, c'est pas une obligation en soi. Merci Love. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ou est-ce qu'on a plus globalement aussi des personnes qui, que ce soit sur le lien entre les différents acteurs sur un territoire ou sur plus globalement
des actions qui impliquent, qui permettent d'aller vers les familles? Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient partager une expérience ou une difficulté que vous avez eue sur votre cité éducative sur cette thématique-là? Bon, ben, aucune question. Dans ce cas-là, ben, je vous propose qu'on s'arrête là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont intervenues. Merci Marie Placide, merci Love et merci Eve. Ce webinaire est enregistré, donc on va le retransmettre. Donc nous, on va mettre le lien sur notre groupe, sur la plateforme La Grande Équipe. Dienaba, donc de la coordination nationale à la NCT, vous partagera également les liens des replays. Et puis sur les documents, ils seront également partagés sur la grande équipe, tout ce qui a été présenté. Et puis, on se revoit très probablement ce lundi avec toutes les cités éducatives qui seront présentes pour la journée qui est organisée à Paris. Merci à tout le monde. Elle vous dit au revoir, elle n'est plus Merci. dans la discussion, mais elle vous remercie de votre attention et de vos commentaires.